Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malheureusement qui se passe quoi et tout. Je dois te féliciter pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci. Tout jeune que tu es, mon ami. Oh là, c'est très fort ce que tu es en train de faire. Amen. Est-ce que tu sais que de plus en plus, Baouet, bon, surtout dans la diaspora, nous avons les yeux braqués sur ce que tu es en train de faire. Merci. Coup de chapeau. Merci. Merci beaucoup, merci. Franck, je te rêve devenir une grande structure. Oh, Jésus. Je rêve du matos. Baouet, bon, c'est un bien, bah, soit nous, que tu as quelque chose. Merci. Wa caméra automa, wa micro automa. Là, je suis avec Frank Chola TV. Papa cher. Émission parce que c'est la seule émission où nous tout Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Frank Cholawetu TV. Frank Cholawetu TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Frank Cholawetu TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Frank Cholawetu TV, construisons au Kasaï. Suivez Frank Cholawetu TV. Chers Kasaïens, construisons chez nous. Cette brève introduction me permet d'aborder le sujet sur 4 points. Le premier, c'est le village comme une organisation politique avant la période coloniale. La première affirmation centrale, c'est de dire que le village s'est présenté comme une organisation politique pendant la période précoloniale. Cette affirmation découle donc des matériaux de l'histoire. Et un des historiens congolais parmi les mieux cotés, le professeur Isuel Ndayuel, affirme que le village a constitué une véritable entité politique pendant la période précoloniale, sur laquelle 5 foyers d'innovation politique ci-après ont exercé une influence. Il en a trouvé 5 foyers dans le village. Je les cite tout simplement. Le premier, c'est le foyer de lac Rumba Maïndombe. Le deuxième foyer, il le place du côté de la côte atlantique. Le troisième foyer, il appelle le foyer du Nord Katanga. Et le quatrième foyer, le foyer de Grand Lac. Et le cinquième, le foyer oubanguien, comme ils les appellent, qui prennent une partie de l'équateur et du nord de Bandundu. Alors dans chacun de ces foyers, on peut noter que le village a été l'une des entités sur lesquelles a été bâti le système d'organisation politique sociétale de l'époque. À titre d'illustration, et ici il faut remarquer que 2 techniques d'organisation du village ont été remarquées pendant la période précoloniale. Il y a eu d'abord la technique de la décentralisation et la technique de la concentration. Premier cas d'illustration de la politique de décentralisation, c'est le cas du royaume Luba. En effet, il y a lieu de mentionner que dans l'État Luba qui a expérimenté la décentralisation, il y a d'une part le village et d'autre part la capitale. Le village avait le statut d'une entité administrative à l'échelon inférieur du royaume. Il était présidé par un chef. Celui-ci était censé être un dignitaire et un propriétaire foncier. Le kilolo, comme on dit en kilobakat, mais bilolo en chiloba, c'est le même mot. Les relations entre villages étaient conçues sur le modèle de celles existant entre les lignages. Ces réseaux de pouvoir étaient celui des anciens dignitaires locaux intégrés dans le royaume, après avoir suivi la loi des conquérants. À l'échelon supérieur, le royaume était gouverné à partir de la capitale, par le Moulopoué, ainsi qualifié parce qu'il détenait le pouvoir invisible qui ne pouvait être partagé, symbolisé par des insignes de royauté et soumis à l'observance d'un code de conduite royale fait de nombreux interdits. Était associé à ces réseaux de pouvoir des dignitaires de la Cour de justice et du Conseil général, notamment la reine-mère, le remplaçant du roi dans des questions séculières,
le gardien des emblèmes sacrés, les chefs militaires. Alors, le territoire était géré à travers les dignitaires régionaux, les bilolos comme on les appelle, représentant chacun d'une région. Eux-mêmes étaient sous le contrôle des délégués du pouvoir central chargé de la perception des tributs, des impôts, payés sous forme de corvées ou d'impôts en nourriture ou en produits locaux. Une deuxième technique d'organisation du village, je vous l'ai dit, c'est la concentration. Et ici, c'est le cas du royaume Congo. Ce royaume Congo a en revanche pratiqué la concentration comme technique d'organisation administrative. Le roi nommait les gouverneurs territoriaux, sauf celui de Mbata, et après 1491, celui du Soyo, une des provinces du royaume Congo. Maître incontesté du royaume, le Mani Congo représentait sa force et sa vitalité, rendait justice en dernière instance, nommait et destituait les fonctionnaires. Voilà pourquoi la noblesse était constituée en plus de familles historiquement princières, des fonctionnaires nommés par le roi. Celui-ci disposait pour la gestion du royaume de plusieurs conseils. L'assemblée élective, ce qu'ils appelaient Manivunda, Soye, Mabata, le corps administratif, chef de province et de village et la garde royale. On mentionnera enfin la présence du village comme entité politique dans les États et sociétés à cuvette centrale, et plus particulièrement chez les peuples riverains occidentaux. Il y a également cette organisation. Ces communautés ont adopté la technique de fabrication des fortifications dans ce qu'on appelait les villages Bangala. Chacune de ces fortifications abritant une principauté, véritable confédération des clans, structurée en une unité politique. Chaque principauté était subdivisée en chefferies et en villages, et l'autorité suprême contrôlait ses hiérarchies inférieures. Le regroupement virtuel de toutes les principautés, Ngombe par exemple, était symbolisé par la personne de Kumu Monene, sans doute le vestige d'une organisation qui a prévalu avant l'ère de la disparition. Cependant, alors qu'il fut en plein essor, le village, tout comme les autres organisations politiques qui l'ont influencé, a connu un arrêt brusque du fait politique au XVIe siècle déjà, à partir de l'esclavage, de la traite négrière, et tout ça. Donc le village a connu une transformation. Ce qui m'emmène à attaquer le point 2, intitulé « L'émiettement du village sous l'État indépendant du Congo et la période coloniale ». L'effet colonial, comme vous le savez tous, est un événement matriciel qui a produit en Afrique noire un traumatisme dont les effets perdurent jusqu'à ce jour. Ce traumatisme n'a pas du tout épargné les statuts du village comme organisation politique, puisque déjà par les décrets du 1er août 1888, sous l'État indépendant du Congo donc, le village, ou cette zone de l'époque qui est devenue l'État indépendant du Congo, cette zone-là, constituée de royaumes et empires, a été fusionnée, puis divisée en 11 districts, découpés suivant les lignes géographiques conventionnelles, des méridiens, des parallèles, les limites des bassins fluviaux et des lacs. Donc, pour dire ça en un mot, c'était des frontières arbitraires. Quant aux indigènes qui habitaient cet espace, organisés en chefferies ou villages, ils ont été recensés dans leurs centres coutumiers respectifs. Ainsi, le décret du 6 octobre 1891 recommandait à tout explorateur chargé de l'investiture d'un chef de dresser immédiatement un tableau avec le nom et la situation du village, les noms des notables, le nombre de cases et la population, les prestations à fournir. Il se développa alors au Congo la manie classificatoire héritée des sciences naturelles.
La prise de position s'accompagne donc d'inventaire et d'étiquetage, comme s'il s'agissait du bétail. Dénomination et délimitation ont tranché dans ce qui n'était souvent que continuum. Et plus tard, peut-être dans les débats, je vous montrerai qu'il y a une sorte de continuité de la mentalité de cette classification. L'intervention administrative vise à fractionner les ensembles traditionnels et y intégrer des cellules indépendantes appelées chefferies ou secteurs, rouage de cet État dit moderne. Un des auteurs de l'époque, qui s'appelle Louis Franck, explique que toutes ces chefferies, qui n'avaient qu'un vague rapport avec la réalité africaine, locale, et n'avaient pour but final que de créer ou d'investir sous l'autorité de l'administrateur du territoire, entité qui avait remplacé la zone en 1895 et de ses adjoints dans un territoire, 3, 4 ou 5 secteurs où l'autorité indigène sera confiée à un chef de secteur désigné par la Belgique, sans pour cela supprimer les chefs locaux. Donc il y a eu dédoublement de structures. En dehors du village, on a créé un secteur où le chef de secteur n'avait aucune légitimité historique, mais était plutôt un représentant du pouvoir colonial. Nous arrivons ici à former graduellement une administration indigène subordonnée qui empruntera son influence au pouvoir du Royaume de Belgique. Alors, au nom de la stratégie coloniale, qui cherche à éviter des prétentions dangereuses chez les indigènes, chaque autochtone doit se définir par son clan, sa tribu, son village. Et d'ailleurs, nous avons gardé cette réminiscence même dans nos pièces d'identité. Quel que soit l'endroit où vous êtes né, le Congolais est toujours parqué dans son village. On dit toujours sur la carte d'identité, on doit indiquer village d'origine, secteur, territoire et tout ça. Alors que dans d'autres pays, l'individu est plutôt identifié par rapport au domicile, à l'endroit où il vit. Il n'est pas identifié par rapport à son village d'origine. C'est quelque chose que nous héritons de l'État indépendant du Congo. Alors donc, mais ça induit une autre mentalité, c'est que chaque indigène du Congo belge est confiné dans sa petite identité tribale, ce qu'on appelait le système d'indigénat. Et d'ailleurs, pour quitter d'un village à un autre ou d'une province à une autre, le Royaume de Belgique exigeait des autochtones du Congo belge, Rwanda ou Burundi, une sorte de visa de déplacement. On ne se déplaçait pas sans avoir l'autorisation de l'administrateur du territoire pour prouver qu'on quitte tel village à un autre ou tel. Mais ça répondait plus à une logique d'exploitation économique. C'est-à-dire les déplacements de la main-d'œuvre devraient être contrôlés par le colon. Parce que justement, vous verrez par exemple concernant le Rwanda, qui après la défaite de l'Allemagne était devenu un territoire sous protectorat belge, la Belgique n'a pas hésité de prendre une grande communauté de ressortissants du Rwanda au Burundi pour les amener au Katanga travailler dans les mines de la Gécamine. Comme il a pris également une grande communauté de ressortissants de l'espace Kasaï de l'époque pour les amener dans les mêmes mines travailler. Et donc, pour lui, pour la Belgique, donc, les déplacements de population répondaient à une logique d'exploitation économique. Et même les villages étaient considérés non pas seulement comme de simples entités administratives, mais également comme des unités de production. Et lorsque vous regardez la configuration générale du pays, vous verrez que les structures du Congo sont frappées d'un seul caractère, c'est l'extraversion. Nous n'avons que de routes d'exportation. Et plus d'un siècle après, si nous regardons entre nous, nous n'avons pas de route pour nous-mêmes. Nous n'avons que de routes pour extraire les matières premières et les sortir du Congo. Donc tout ça répond à cette logique-là. Alors donc sur le plan purement politique, les indigènes sont restés de ce point de vue des êtres divisés parce qu'il n'y a pas eu d'intégration entre le village. Ce qui me permet d'aborder le troisième point, qui est la résurrection du village comme circonscription administrative sous la période post-coloniale. Donc, le Congo accède le 30 juin 1960 à son indépendance,
avec 6 provinces créées en 1933. Cependant, il faut attendre 9 ans plus tard, soit en 1969, à la faveur de l'ordonnance loi numéro 69-024 du 12 mars 1969 relative aux collectivités locales, prise sous l'empire de la Constitution du 24 juin 1967, qu'on a appelée à l'époque la Constitution révolutionnaire, pour voir réapparaître les villages comme une circonscription administrative, c'est-à-dire, du point de vue juridique, une entité dépourvue de personnalité juridique, entendue comme toute communauté traditionnelle, organisée sur base de la coutume ou des usages locaux, et dont l'unité et la cohésion interne sont fondées principalement sur les liens de solidarité clanique parentale. C'est la définition juridique du village. Dans cette communauté traditionnelle, donc plutôt cette communauté traditionnelle devrait être dirigée par un chef de village, désigné suivant la coutume ou les usages locaux, reconnu par décision du collège exécutif territorial, investi par le chef de collectivité. Dans la suite, on notera qu'en dépit des réformes administratives ultérieures, il s'est constaté cependant qu'on est resté constant dans les statuts accordés au village, depuis 1969 jusqu'à ce jour. En effet, le village est resté comme une circonscription administrative, à la fois sous l'ordonnance numéro 82/006 du 25 février 1982, que sous le décret loi numéro 98-081 du 2 juillet 1998, encore en vigueur. Du reste, la loi organique numéro 10/0011 de 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces, prise dans le siège de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, conforte cette logique. Du point de vue juridique, on peut remarquer que les réformes apportées s'agissant du statut du village consacrent une certaine autonomie constitutionnelle du village. On rétorquera cependant qu'une telle architecture ne résiste pas à la critique selon laquelle il n'y a pas eu de rupture du cordon ombilical entre la conception du village de l'État colonial et la conception du village de l'État post-colonial. On est resté dans le même schéma du modèle prétendument moderne de l'État, c'est-à-dire le village conçu comme un appendice de la ville, comme, comment on pourrait appeler, comme, oui, appendice de la ville, comme une périphérie qui doit produire à manger à la ville, et pas comme une entité qui doit avoir sa propre autonomie de fonctionnement et d'existence. Alors, ce que je dis concernant le Congo est valable pour presque tous les pays d'Afrique noire où les villages sont gérés par l'État, partout, aujourd'hui comme hier, donc dans une même conception d'un État importé. Alors, pour conclure sur ce point, je pourrais dire qu'il n'y a aucune différence de nature et de fond entre le village qui a prévalu sous l'État indépendant du Congo, qui a servi nos peuples de 1908 à 1960, et la structure du village héritière de l'État étatique des deux premières républiques qui fonctionne depuis 1960 jusqu'à ce jour. Il s'agit toujours de la structure de la même entité, d'un même État, créé et fonctionnant par le fer et le sang, la terreur et l'oppression, à partir de démantèlement d'une quinzaine de royaumes et empires qui ont constitué le Congo. Ce qui m'amène au quatrième point, les problèmes politiques, conflits coutumiers et perspectives. Il faut dire que l'articulation du statut du village en droit comme circonscription administrative dépourvue de la personnalité juridique est la traduction d'une option politique. L'option politique, comme vous le savez, selon la conception marxiste, est le produit d'une superstructure
engendrés par l'infrastructure constituée de forces sociales et de modes de production. Pour dire en d'autres termes, à chaque type de mode de production correspond un type d'organisation politique. Dès lors, on peut voir si cette option politique reflète réellement les aspirations populaires. En regardant de très près, l'organisation du village est restée comme une sorte de greffon sur un corps étranger. Le village n'a pas été conçu pour être un centre de développement, mais plutôt un centre de production de matières au profit du centre et de la ville. Et le centre ici est à la fois l'Occident et le centre urbain qui est juste une préfiguration de l'Occident. Alors, ce qui engendre nécessairement une dichotomie entre les besoins de la population et le but pour lequel le village a été constitué comme entité administrative. Ce qui engendre nécessairement des problèmes politiques en termes du contrôle territorial par l'État. Dans cette perspective, on a vu des conflits créés par ce qu'on a appelé la crise congolaise des années 60-65, qui ont opposé deux sous-groupes de l'ethnie Luba, par exemple du Kasaï, le Lulua, le Luba Lulua et le Luba Lubilangi, couramment appelé conflit Luba Lulua. Mais en réalité, il s'agit d'une querelle politique née du contrôle de l'espace des villages. Il y a également d'autres types de contrôle, de conflits, je le cite dans le texte, mais on n'a pas le temps de développer tout ça. Le conflit de l'affaire Kamouenan-Sapou. En réalité, c'est également un conflit coutumier né du fait de superposition des structures du village. Il y a un chef coutumier de Bajila Kassanga en territoire de Dibaya qui n'est pas reconnu par l'autorité de l'État qui est chargé d'investir un chef coutumier alors qu'il a la légitimité historique, traditionnelle. Et donc cette superposition des structures de l'État et du village est toujours crée toujours des conflits politiques et des conflits coutumiers. Alors, quelles sont les perspectives? C'est le dernier point. On peut souligner que les conflits qui déchirent l'Afrique, ou particulièrement la RD Congo, loin de signifier le refus de toute organisation étatique ou de tout ordonnancement juridique, dénote plutôt un besoin d'État. Nous avons plutôt besoin d'un État. En effet, les groupes qui se battent n'exigent pas le retour à un État sauvage, et encore moins le rejet du cadre étatique hérité de la colonisation. Ils réclament la reconstruction, la reconfiguration et la refondation de l'État sur la base des représentations politiques naturellement prévalentes chez la très grande majorité des citoyens africains, ce qui permettra d'asseoir la légitimité sur des bases plus durables. Ce n'est donc pas par hasard que tous les conflits en Afrique subsaharienne depuis l'indépendance ont la culture comme facteur décisif. Ces conflits posent, en somme, le problème de la reconnaissance de la diversité historique, politique, culturelle et sociale, et de la capacité à imaginer, à inventer un mode d'articulation du pouvoir lorsqu'une telle pluralité existe dans un espace territorial donné. Il faut donc saisir l'opportunité de ces désordres, de ces chaos, de la faillite de l'État post-colonial pour inventer un authentique modèle d'État, adapté à l'histoire, à la culture de sociétés hétérogènes, intégrant une pluralité d'identités dans un même dessein d'ouverture sur l'universalité du monde et d'ancrage dans la spécificité. J'ai dit, je vous remercie, je reste à votre disposition pour un développement oral. Sidi Talala. Sidi Talala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbujimaï. Sidi Talala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutombo Djikembe. Sidi Talala, c'est un endroit urbanisé.
aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. City du Talala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassayennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassai. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 425 180 47 40 plus 243 97 94 25 826. Baluba kwetuka kujimi tuibaka ikwetu. City du Talala. City du Talala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi.